Yes, yes, yes. Putain, depuis le début, je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Je me disais que ça allait commencer à être un peu la routine et qu'on allait s'ennuyer. Mais non, c'est bon, enfin un film que je vais défoncer. Je suis super chaud. Pom Poko, un film de 1994 qui se situe donc ici dans ce qu'on a déjà fait pour le moment. Et c'est déjà le troisième d'Isao Takahata qu'on fait, et même si j'ai beaucoup aimé, voire surkiffé les deux premiers, je vais pas me priver de dire tout le mal que je pense de celui-ci. Donc, en pleine période d'expansion des années 60 au Japon, de nouvelles terres sont aménagées pour la construction des logements. C'est ainsi que les tanuki, qui sont en fait des yokai polymorphes basés sur une espèce de chien qui ressemble à des ratons laveurs mais qui sont vraiment des canidés, donc bref on s'en fout, qui ne sont donc pas contents de voir leur forêt reculer de jour en jour. Ils mèneront alors une bataille acharnée contre les humains et leurs pelleteuses. Bon, je vais y aller cash, c'est le pire Ghibli que j'ai vu pour l'instant, je le déteste sous presque tous ses aspects. Mais bon, comme j'ai mis un presque dans la phrase, je vais évacuer les quelques qualités tout de suite parce que franchement elles m'ont fait ni chaud ni froid, vu l'état de détresse dans lequel j'étais à la fin du visionnage. Et du coup, dans l'idée, les thèmes abordés et l'angle pris sont intéressants, parce que si en surface on a un bête message écolo en mode tuer les animaux c'est pas bien, en sous-texte l'idée du film est plutôt une lutte contre la modernisation à outrance, en mettant en scène des personnages de légende qui contemplent l'avancée du progrès à leur détriment, montrant que l'engouement trop fort pour le progrès, même pour une noble cause, n'est pas bénéfique si on ne réfléchit pas à ses conséquences universelles et qu'on laisse de grosses corporations se gaver. Mais le film ne tombe pas non plus dans le traditionnalisme absolu, il montre aussi que les anciennes coutumes et façons de penser doivent évoluer et que les anciens ne pourront pas être toujours là pour protéger les bases de la société. Et donc que c'est aux nouvelles générations de décider du meilleur avenir possible, tout en tirant parti des enseignements et valeurs qui ont fait leur culture. Le film utilise d'ailleurs pas mal de fois la religion pour illustrer ça, et il appuie les comportements purement animaux des personnages, comme la période de reproduction ou de la défense de leur territoire, comme une sorte d'exutoire à leur passion qui les pousse au pire comme au meilleur en réaction à ce mouvement de progrès. Et c'est très intéressant dans le contexte du Japon des années 60 qui était encore en pleine recherche d'identité par rapport aux événements d'il y a 20 ans. Donc on part sur un message encore une fois assez réfléchi et qui tente d'être nuancé en ne faisant pas des humains des monstres assoiffés de sang, en tenant en compte de la réalité de l'aspect sauvage dans l'interaction de l'homme avec la nature, pour éviter de servir des morales trop niaises ou sans sens des réalités. Et notez bien que j'ai précisé dans l'idée et qui tente. Ce sera important pour la suite. À côté de ça, il y a des séquences vraiment créatives visuellement, et je parle pas forcément en termes d'animation qui honnêtement est vraiment pas ouf à certains moments, mais plus du design et de la chorégraphie / construction du cadre. La meilleure scène du film, c'est incontestablement celle du carnaval des esprits, ça vole de partout, ça change d'ambiance souvent, ça offre des scènes surréalistes mais fun, ça joue sur le cadre, et c'est très déconnecté du reste du film, voire ça le rend plus débile qu'il ne l'est déjà, et c'est pas un cas isolé dans le domaine des scènes jolies, mais qui arrivent sans prévenir. Mais on aura le loisir de voir pourquoi. D'ailleurs, c'est la seule scène avec une musique vraiment remarquable. Le reste du temps, soit il y en a pas, soit elle est d'un banal pas possible. Ouais, bon, j'arrive déjà plus à citer de qualité sans devoir tacler le film au passage, et puis de toute façon, j'en vois plus vraiment d'autres pertinentes, donc commençons le carnage. Alors, déjà, lui. Nous autres tanuki, on n'a pas l'habitude de chipoter pour un territoire. Mais là, quand même, c'était abusé. Ils décidèrent de réfréner leurs ardeurs amoureuses et de s'armer de patience pour lutter contre cette anarchie et répondre à un besoin pressant d'espace vital. Les tanuki de Tama avaient eu leur revanche. Le malheureux pestait tant qu'il pouvait de se sentir exclu. Les messagers chargés de transmettre l'invitation au grand maître de la métamorphose furent choisis. Ta gueule, mais putain, mais ferme-la, tu casses les couilles dans Le Voleur et le Cordonnier, dans pas mal de vieux Disney, dans Sin City et dans un bon millier d'autres films. Alors une fois pour toutes, ta gueule, le narrateur obvious. Je le vois que les ratons laveurs ils sont retranchés dans la forêt, je le vois qu'ils essayent de se faire passer pour des humains, et je le vois qu'ils ont pas le droit de baiser. J'ai pas besoin que tu me le dises en ajoutant tes petits commentaires qui font rire que toi. Tu fais que péter les noix aux gens qui aimeraient bien profiter d'un film sans que tu fasses tes commentaires à la con toutes les 10 secondes. Je fais déjà passer assez de spectateurs qui peuvent pas la fermer au cinéma par le vide ordure, alors t'y mets pas toi aussi. Donc putain, une bonne fois pour toutes et pour l'éternité, ferme ta gueule. Et directement après ça, on se rend vite compte d'un truc, le rythme du film est une infamie. Le scénario part dans tous les sens pour au final ne rien retenir d'utile de presque toutes ces scènes. Alors je sais qu'on est dans un contexte de guerre et donc que la réussite des mises en place faites tout le long n'est pas censée être systématique, voire que c'est normal que ça ne marche jamais. Mais je parle même pas de ça. Au début on place un aspect mythique et historique poussé avec le récit de la création de la tribu Tanuki, limite on dirait un épisode d'Il était une fois l'homme. Puis ensuite, gag, exposition avec du gag, et oh mon dieu, encore des gags. Mais c'est pas grave, après ça on repart direct sur le ressenti des personnages vis-à-vis de la situation, on expose donc leur psychologie pour que chacun prenne son rôle et que l'histoire démarre, et ensuite,
le scénario s'arrête pour du gag. Ah non, pas que, il y a aussi de la romance à deux ronds et du documentaire pas intéressant. Avec la voix du narrateur qui casse les couilles toutes les 3 secondes. Puis après, scénario, mais en fait non parce qu'on annule tout pour encore du gag, et du remplissage inutile avec les anciens, et bordel, on en est déjà à 1h20 de film là. En fait c'est très bizarre parce qu'il se passe des trucs, mais rien avance, donc ils font d'autres trucs, mais comme les personnages sont bornés et que les situations ne sont censées aller nulle part, bah il se passe rien d'autre. Et donc... Et encore une fois, oui, c'est le but de l'histoire de n'amener nulle part, mais c'est quand même mal fait. Et c'est surtout parce que les personnages sont de gros débiles, qui changent d'avis comme de chemise, et comme c'est des polymorphes, autant dire que c'est rapidement. Prenons un exemple, le chef de guerre là. Ah ouais, j'ai pas retenu les noms, et vu qu'ils ont à peu près tous des voix ultra connues, je vais pas m'emmerder, et je vais citer des noms d'autres personnages qui ont été faits par les comédiens. Histoire de s'amuser un peu. Donc, Aigle intègre des nouvelles aventures de Lucky Luke. Au début, on le montre comme plutôt ancré dans le moule des transformistes, il passe même du temps en ville. Puis, lorsque les engins de terraformage arrivent en force, il passe en mode full guerrier belliqueux qui a aucun remords d'avoir tué 3 mecs, j'y reviendrai. Puis une seconde après, il se fait marcher dessus, ça aussi j'y reviendrai, on l'oublie pendant 3 quarts d'heure, et quand il est sur pied, il fait un coup d'état pour faire bouger les choses et déclencher la guerre, ok si tu veux. Coup d'état qu'il abandonne juste parce que le capitaine Dora lui a balancé une punchline, et à partir de là, il devient totalement partisan de la solution pacifique des anciens, sauf à la fin, parce que ressorti de nulle part, il va faire la bagarre et il meurt au combat. C'est n'importe quoi, au final on sait pas si c'est un méchant, un gentil, un anti-héros, une fonction séparatiste, un crétin influençable, un vrai chef de guerre avec un idéal. C'est rien du tout, c'est juste un bordel sur pattes qui vient faire chier le monde pour au final ne servir à rien. Et quand je dis à rien, c'est pas en mode il échoue son coup, mais il apporte au groupe un esprit de revanche malgré tout ou quoi. Non non non, chacune de ses interventions est oubliée 5 minutes après. Et même quand il meurt, tout le monde l'oublie la scène suivante. C'est une perte de temps incroyable. Et c'est comme ça pour tout. Toutes les intrigues secondaires ou principales n'ont aucune structure, les personnages n'ont aucune consistance. Certains ne remplissent même pas bien leur fonction selon quelle connerie le scénar a besoin de faire. Et on balance juste des scènes comme ça en mode bourrage pour que ça fasse 2 heures. Et un peu essayer de correspondre à la thématique aussi. Et même quand il y a un début de quelque chose, c'est anéanti directement la scène d'après. Voire dans la même scène. Parce que la façon dont les événements suivent est aussi tellement mal branlée. Genre, pour y revenir, la scène où Rapia des 3 brigands se fait piétiner, non seulement c'est parce que les Tanuki sont trop cons et le bourrent sans aucun respect, mais en plus dans la façon de le montrer, ça passe au début comme un gag. Genre le gars se fait soulever triomphalement et une seconde après son échec l'envoie directement au tapis avec une expression cartoonesque pour montrer que la situation est en fait toujours mauvaise. Et comme par magie, sans transition, le plan suivant c'est censé être un gros handicap pour le personnage, encore une fois causé par ses propres potes parce que ce sont des attardés, ce qui fait passer la grande majorité du film pour du remplissage. Bruce Wayne, ou Clark Kent comme vous voulez, il part en voyage chercher les anciens Tanuki à la rescousse et on montre que sa nouvelle chérie lui donne des responsabilités à l'extérieur de son patelin, donc il est prêt à abandonner sa lutte pour la rejoindre. Bah après ça, on le voit en arrière-plan 2 fois et il prend aucune décision au final. Le couple principal, on essaie de mettre un aspect de pureté et d'importance sur leur relation, genre ils combattent ensemble et tout, sauf que non seulement la meuf n'a aucune personnalité, mais en plus à la fin ils sont séparés et tout le monde s'en fout. Non, c'est pas important. Ryutaro, pas celui-là, le renard, putain ça c'est débile aussi, qui sort de nulle part vers 1h20 de film pour servir d'antagoniste représentant la tentation d'abandonner la lutte pour les Tanuki et qui, il faut dire, est le seul personnage avec un minimum de charisme et de consistance. On l'éjecte à coup de pompe dans le cul 8 minutes plus tard. Non mais littéralement 8 minutes, hein. On le perd de vue en position de force à 1h27 et à 1h34 il apparaît pour la dernière fois dans une scène d'1 minute 30. Putain, paye ta menace quoi, alors que c'était une bonne voie pour un fil rouge. Genre la créature tout aussi magique que les héros qui évolue en parallèle d'eux et qui sombre peu à peu dans la facilité quitte à renier ses traditions et qui prend de plus en plus des défauts des humains, etc. Mais non, cette dope préfère être un foutoir pas possible qui règle tout par la blague. Parce qu'encore si le film était juste une comédie, j'aurais rien dit, mais là on entre dans THE défaut qui m'a fait péter un câble, l'histoire essaye d'avoir des enjeux, mais rien n'est grave. Rien. Comme je l'ai dit au début, je trouvais la prémisse intéressante parce que contrairement à d'autres films de sauvetage des animaux et de la nature, ici le fait de placer des créatures magiques et conscientes dans une société qui évolue peu à peu en lien avec celle des humains pouvait donner une certaine profondeur au récit.
et amené aux thématiques que j'ai abordées plus tôt. Avec un univers pareil, tu peux carrément partir en mode prélogie Star Wars, avec plusieurs partis distincts au sein d'un ordre millénaire voué à disparaître dans le conflit, et qui mène chaque héros à sa propre destruction selon ses principes. Entre ceux qui veulent faire comprendre leur erreur aux hommes de façon pacifique, guidés par une idéologie ancienne mais qui malheureusement ne se renouvelle pas face aux menaces modernes, ceux qui veulent mener une guerre perdue d'avance sans se soucier des pertes civiles, et même ceux tentés par le côté obscur en y trouvant des qualités ou par résignation. Il y a une allégorie tellement forte et complète à faire avec ça, et au final la seule chose dont se rapproche le plus Pompoko, c'est Astérix. À savoir un village de guignols contre un empire malfaisant. Quoique, non en fait. Le domaine des dieux a une histoire assez similaire pour sa base, mais est 1 millier de fois mieux écrit et sachant gérer ses enjeux. Parce que déjà, dans le domaine des dieux, la menace est crédible. On sait que César n'abandonnera pas et qu'il veut absolument conquérir le village, tandis que dans Pompoko, les ennemis c'est les humains et les tractopelles. Mais ils essaient pas de négocier une seule fois avec avant de les agresser. Même à la fin, ils le font par accident. Et ça amène à un autre gros problème. Dans Astérix, les Gaulois sont légitimes vu qu'ils se défendent contre une force armée belliqueuse. Tandis que dans Pompoko, les Tanuki ils se défendent contre des ouvriers et des promoteurs qui sont même pas au courant qu'ils s'attaquent à des êtres conscients. Et ces connards censés être les héros préfèrent d'abord les buter plutôt que de discuter. Et me sortez pas que je fais l'amalgame entre les multiples façons de penser des persos parce que le film lui-même ne fait pas le distinguo. Les Tanuki agissent tous aveuglément par rapport au premier qui ouvre sa bouche et ça empêche les différents parties que j'ai évoquées plus tôt de se développer. Sachant qu'encore une fois, même si c'est le cas à un moment donné, c'est balayé d'un revers de la main. Quand j'ai vu le coup d'état arriver, je me suis dit que le film allait vraiment démarrer. Mais non, même DJ Drake... Putain, en fait c'est débile maintenant que j'y pense comme nom. Enfin bref, le perso qui se rapprocherait le plus d'être un héros, il n'accomplit rien au final. Surtout avec sa romance foireuse. Et je sens que certains vont venir me dire que tout ce que je cite comme défaut est normal en réalité, parce que c'est justement pour montrer les héros foncer dans une impasse, parce que ça fait écho au message écolo. Ok, alors maintenant expliquez-moi en quoi ça et tout ça, ainsi que le fait de rendre les persos cons comme des chaises était utile pour faire passer la thématique. Sérieusement, parce que c'est bien beau de défendre un film sur son histoire dans l'idée, mais à un moment, zut, moi je vais te prendre House of the Dead et te dire que ça parle de la lutte acharnée de l'homme contre ses propres ambitions qui l'amène à s'auto-détruire, que ça passerait pareil, ce serait aussi vrai et ça rendrait le film aussi bien, dans l'idée. Et pour revenir à ce que je disais, on est donc dans une construction à la Astérix mal faite, où les héros naïfs vont affronter une grande menace, mais comme tout ce qui intéresse le film ici, c'est de partir dans des délires à base de couilles magiques. D'ailleurs, ce truc, c'est une grosse source de mèmes, mais bon, ok, c'est bizarre, mais passer la scène du tapis de Roubignol, ça devient vite redondant sur 2 heures. Hein. Et surtout, dans des situations reposant sur le fait que les personnages soient des cons, quand il part dans des grands élans de drame, ça marche pas du tout. Surtout vu que on rend les persos détestables. Et Dieu que je les déteste, mais pas dans un élan de rage, genre comme j'ai eu pour Rikako, mais dans un mépris abyssal envers eux, leur famille et leur race. Parce que c'est pas de la haine enflammée fun contre la façade d'un personnage, mais de la haine froide contre l'écriture de merde d'un personnage. Et pour le coup, je l'affirme, ils méritent amplement ce qui leur arrive. Parce que contrairement à Seita qui fait une connerie dans une certaine cohérence par rapport à sa situation, eux sont des gros débiles. Oui, pour moi, il y a une grosse différence entre un débile et un débile. Dans un cas, c'est affectif, pas dans l'autre. Mais bon, je me dis qu'au moins, c'était peut-être aussi le but du film, de faire passer un message pessimiste sur l'état de la nature, et que la fin conclut cette situation par leur sacrifice commun, pour pousser un dernier cri de guerre et implorer l'homme de respecter l'environnement et que... Ils sont en vie. Donc, la méga attaque végétale, c'était pas mortel pour eux de la faire. Donc en fait, ils auraient pu faire ça depuis le début. Et tout le film sert à rien. Oh putain, on va aller voir si vous pouvez survivre à ça, bande de bâtards. Putain, c'est tout pour moi et la prochaine fois on parlera du fameux voisin Totoro. Ciao!